Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau d'AgriWeb TV, ici en direct du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. On est au Parc des Expositions de Bordeaux et aujourd'hui on va parler de BayWa. BayWa, et ce sont les agriculteurs qui nous en parlent le mieux, c'est bien ça. BayWa, c'est un acteur de l'agrivoltaïsme. Présentez-nous BayWa, Maric, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc, je suis Maric Brésillon, responsable agrivoltaïsme pour BayWa. BayWa, c'est une filiale issue d'une coopérative agricole allemande qui est présente en France depuis plus de 20 ans, avec aujourd'hui 10 agences, 350 employés, 50 parcs solaires en exploitation, dont 12 avec de l'élevage ovin et un avec des framboises. Ce qui est important de noter, c'est qu'on fait tout le développement d'un parc agrivoltaïque sur toute sa durée de vie, donc le développement, la construction, l'exploitation, la maintenance et le démantèlement à terme. Voilà, donc on propose 3 grands types de structures pour l'agrivoltaïsme pour s'adapter aux différentes productions agricoles. On va proposer les ombrières de pâturage qui sont assez connues et typiques. Donc des panneaux fixes au sol qui peuvent être soit pour des moutons, soit pour aussi des élevages bovins avec des structures rehaussées. Ensuite, on a tout ce qui est ombrière fruitière avec une technologie spécifique, donc de panneaux semi-transparents, c'est-à-dire qui vont laisser passer plus de lumière pour les plantes. Donc on a un partage de la lumière qui se fait, mais en assurant quand même plus de protection que si on rétrécissait les panneaux. Donc le verre va protéger les cultures en laissant passer la lumière et on va faire de l'ombre juste avec les cellules photovoltaïques. Et ensuite, on a des trackers mobiles, donc c'est des panneaux qui vont suivre la course du soleil, mais qui peuvent être mis soit à la verticale quand les machines passent, soit à l'horizontale pour protéger les bêtes et donc à s'adapter à la polyculture élevage avec les rotations impliquées. J'allais dire, donc ça sont les solutions que vous proposez. Vous êtes implanté, c'est un groupe allemand et vous êtes beaucoup implanté, on le voit sur la carte en Europe, c'est bien ça, et énormément aussi en Nouvelle-Aquitaine, on le voit là, sur le sud-ouest, un peu de la France, c'est là où vous êtes le plus implanté quasiment en France. Alors, la carte d'avant en fait représentait tous les parcs français qu'on a en exploitation. Là, on cible vraiment que les projets agrivoltaïques, donc qui sont construits avec une activité agricole, donc qui sont pensés, Judicaël expliquera, avec des abreuvoirs, des clôtures, etc. Et donc on a 12 parcs ovins en France, donc beaucoup dans le sud, évidemment, on suit aussi le soleil, mais on a quand même notre premier parc d'ombrières fruitières qui a été construit à Strasbourg, et le prochain sera construit à Cavaillon avec des pommes. Très bien, donc là on le voit, différentes solutions. J'allais vous demander quel type de panneaux d'installation vous proposez, on le voit très bien, et vous vous adaptez finalement à la demande des agriculteurs, à l'élevage, vous faites aussi bien de la culture et de la protection aussi au niveau fruitier, quoi. Ouais. Alors on essaye de proposer une solution suivant les cultures, et après chaque projet est dimensionné en fonction de l'agriculteur, en fonction de la taille de ses machines, de sa distance de plantation, entre rangs, intra-rangs. Donc on n'a pas une structure identique qu'on réplique, c'est vraiment chaque projet est développé au cas par cas avec l'agriculteur. Et ça se développe bien en Nouvelle-Aquitaine, justement. On est au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Comment on est là, cette région? On est un bon élève ou pas? La Nouvelle-Aquitaine est assez, on va dire, favorable et au développement de l'agrivoltaïsme. Nous, on travaille sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine avec des projets en développement, par exemple sur des kiwis et des bovins dans les Landes. On a les noisettes en Lot-et-Garonne dont Audrey va parler. On a près de pas mal d'élevages en Charente-Maritime, dans la Haute-Vienne. Enfin, on suit des spécificités aussi de chaque département. Et il y a un potentiel développement aussi dans cette région-là, je pense. Oui, ça sera ma slide de fin, mais avec les synergies qu'apporte l'agrivoltaïsme pour l'agriculture en répondant aux enjeux d'adaptation au changement climatique, d'aider à avoir un complément de revenus pour les agriculteurs, un revenu stable. On a vu la crise agricole quand même en début d'année, ce besoin au final de diversifier leurs revenus et d'avoir un revenu complémentaire et stable. Et enfin, assurer la transition énergétique en produisant de l'énergie renouvelable. Très bien, mais on va peut-être laisser les agriculteurs en parler. Judicaël, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes agriculteur, donc éleveur ovin, c'est bien ça, en Charente-Maritime. Expliquez-nous, présentez-nous votre exploitation déjà. Alors, je suis éleveur Charente-Maritime.
éleveur ovin. Aujourd'hui, à la tête de 250 brebis charolaises, sur un parc de 40 hectares en service et 40 hectares qui seront en service d'ici le mois de juillet. Et il y a une spécificité sur votre exploitation, c'est qu'on le voit sur la slide, c'est un parc solaire qui a été monté sur un ancien site militaire. Oui, c'est ça. Une ancienne base militaire qui était des Américains autrefois et qui a été remise en état, donc aujourd'hui implantée avec 80 hectares de panneaux photovoltaïques et de l'élevage ovin dessous pour l'entretien, et voilà. Vous êtes un peu précurseur, je vois les premières installations, c'était quasiment il y a 10 ans, c'est ça? Oui, le Bientôt premier 10 parc ans. de 20 hectares a été installé en 2014. Et deuxième 2022, 20 autres hectares et 40 hectares en 2024, enfin service juillet 2024. Donc là c'est en pleine construction je suppose. La construction est terminée. D'accord. La mise en service est prévue d'ici un mois, enfin voilà. Ah oui, donc bon c'est tout frais, C'est, tout, voilà. tout neuf. C'est en pleine finition. Et bon, il faut qu'il fasse beau là, parce que là on n'a pas trop de soleil sur le salon aujourd'hui. Justement, quel retour vous avez là de ces parcs? Qu'est-ce que ça vous a apporté sur votre exploitation? Qu'est-ce que ça apporte aussi à votre troupeau? Alors, ce que ça a apporté à mon exploitation, avant le service photovoltaïque, j'étais une surface de 100 hectares avec 100 brebis chez moi, avec un peu de 50 hectares de céréales. Donc, on ne pouvait pas augmenter l'élevage parce que j'étais bloqué. Donc, qu'on m'a amené 20 hectares de plus, ça m'a permis d'augmenter les brebis à 250 et l'agrandissement de l'exploitation, l'évolution du troupeau, voilà, ça m'a pour moi que du bien. Et aujourd'hui, si j'avais pas eu ça, je serais peut-être plus agriculteur. Oh, d'accord, ça vous a apporté peut-être aussi un revenu en plus? Vous êtes diversifié aussi? Ça vous a permis de diversifier votre exploitation, quoi? Ah ça a diversifié l'exploitation et puis ça m'a apporté un revenu complémentaire. Donc, non négligeable. Et là, on le voit en photo, les animaux aussi, il y a du bien-être. Là, je vois qu'elles cherchent l'ombre, vos brebis. Pour le bien-être animal, impeccable. Les brebis se comportent très bien l'été comme l'hiver, parce que je viens de passer mon premier hiver avec un lot de brebis à l'extérieur, avec des agnélages extérieurs, et 0 perte agneau, et des brebis en état super. Et là, on voit, il y a de l'herbe. Il y a de l'herbe aussi. Je suppose que ça pousse un peu mieux, parce que qui dit un peu ombre, dit aussi peut-être hygrométrie assez importante. Tout ça. Alors la pousse de l'herbe, au printemps, ça change rien. Sauf qu'en été, tout ce qui est sous les panneaux, ça pousse comme toute l'année. Il y a une pousse d'herbe toute l'année sous les panneaux. Ça reste à l'ombre. Donc on a une pousse d'herbe et les brebis se revalorisent impeccable. Voilà, moi j'ai rien à dire. J'économise du fourrage parce qu'avant les panneaux photovoltaïques on donnait à manger à partir du 14 juillet dans les champs. Et aujourd'hui je donne à manger à partir du 15 octobre, 15-20 octobre. Oui, ça permet de gagner quand même énormément et de stocker, voire même de revendre. Et revendre parce que l'année dernière j'ai vendu 100 tonnes de fourrage auxquelles j'avais plus de besoin. Bon, très bien. BayWa, justement, pardon, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce projet? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez apporté à Judicaël? Alors, nous, c'est qu'on va construire le parc un peu différemment et on va voir avec lui, par exemple, pour mettre en place une zone de contention, des abreuvoirs, l'adapter pour qu'il y ait une activité d'élevage qui puisse se faire. Après, l'éleveur a accès au site en permanence et au final, c'est Judicaël qui élève ses brebis. Nous, on n'apporte pas grand-chose. Enfin, on a construit le parc. Oui. Et après, lui, il est chez lui sur place et il continue son élevage de brebis. Et après, on va s'entendre sur la coupe des refus quand même. En fin d'été, c'est bien de nettoyer un peu tout ce qui traîne. Les moutons ne mangent pas tout quand même. Oui. Donc, comme dans quelconque pâturage, il faut quand même s'entendre sur les refus. Mais après, chacun fait son activité. Exactement, mais vous l'avez accompagné dans l'installation. C'était plus ça ma question, dans l'installation de ces panneaux, dans conseiller aussi sur quel type de panneaux, je suppose. Vous avez regardé, vous êtes adapté à ce qu'il voulait faire, à son projet. Alors là, on est sur des projets beaucoup plus standards. Ça va être sur l'arboriculture où chaque espèce d'arbre étant spécifique, il va vraiment avoir un enjeu. Là, on va être sur des projets ovins, donc qui sont des structures, on va un peu rehausser par rapport à un parc au sol et l'espacement en fonction de la taille des machines que Judicaël utilise.
Exactement, et puis maintenant c'est très réglementé parce que Judicaël, vous êtes un peu un précurseur. Je suppose qu'autour de vous, il n'y avait pas grand monde qui avait ce genre d'installation dans les éleveurs, dans l'élevage. Ah ben non, il n'y avait personne. Et quand j'ai invité plusieurs éleveurs à la première réunion avec la société BayVa, personne n'a voulu venir avec moi. On m'a dit que j'étais un fou. Bon, Bon, alors j'y suis peut-être encore, mais on le voit là sur les photos juste après la slide. Effectivement, on voit un peu plus votre exploitation. On voit vraiment que les moutons se sont habitués, quoi. Ils se cachent dessous. ah ben oui, ils sont impeccables là-dessous. Et aujourd'hui, tout le monde voudrait ma place. C'est vrai. Oui. J'ai des jaloux dans toute la commune, dans tout le département, mais bon. Quand je les ai proposé de venir avec moi, il y avait sûrement de la place pour plusieurs éleveurs. Personne n'a voulu me suivre. Bon, mais maintenant, je travaille avec BayVa et puis j'en suis satisfait à 200%. Vous vouliez réagir là sur ça. Personne ne voulait suivre. Ça commence à arriver quand même. Voilà, comme chaque innovation, ça prend du temps. Voilà, au début, les gens s'interrogent, attendent de voir. C'est pour ça qu'on a voulu faire venir Judicaël, parce que lui, ça fait plus de 5 ans maintenant qu'il exploite, qu'il élève ses moutons sous panneaux solaires. Donc, on a un vrai retour d'expérience. Et aujourd'hui, sur l'élevage ovin, il y a quand même pas mal d'études de l'INRAE qui montrent les bénéfices et ce que dit Judicaël en bon agriculteur. Lui, il observe, là, j'ai pas dû mettre de fourrage, j'ai pu laisser mes brebis, c'est factuel. Mais il y a aussi maintenant des études scientifiques de l'INRAE, notamment chez nous à BayVa, on accueille une ingénieure de l'INRAE qui va mesurer l'herbe sous panneaux, donc sous les panneaux, en interrang et en zone témoin, pour vraiment mesurer en quantité la différence de repousse de l'herbe, sa composition. Et du coup, ces données participent à la base de données du PNR, donc le Pôle national de recherche sur l'agrivoltaïsme, pour justement mettre en commun toutes les données qu'on a sur tous les projets et faire avancer la recherche et le développement de cette technologie. Oui, parce que là, on en est encore à la phase recherche et développement, c'est ce qu'on disait. Mais on recherche toujours, quoi, on essaye toujours. Mais là, on le voit, moi je sais pas, je pensais qu'à l'ombre, ça ne poussait pas finalement l'herbe. Non, il faut savoir que la majorité des éleveurs ovins, au moins dans le sud de la France, ils allaient en montagne pour faire pâturer leurs bêtes parce qu'il n'y avait plus d'herbe. Comme il dit, normalement, au 14 juillet, soit on part dans les Pyrénées, soit on met du fourrage complémentaire. Aujourd'hui, sans produire de fourrage et sans devoir aller passer 3 mois de l'année à l'autre bout de la France, de la région, on va dire, de la région. Au moins. Et donc, ce qui est difficile même pour une famille et tout ça si on doit partir. Donc là, ça permet un confort de travail amélioré pour les éleveurs sans leur donner plus de travail. D'accord. On va voir un autre exemple avec vous, Audrey. Donc Audrey, vous êtes plutôt dans les fruits, c'est bien ça. Présentez-nous votre exploitation. Tout à fait. Alors moi, je suis spécialisée en arboriculture, noyer et noisetier. Donc sur une surface de 5 hectares à côté de la commune de La Plume. D'accord, donc c'est en Lot-et-Garonne. Donc là, qu'est-ce que ça va apporter pour les noisetiers d'avoir des sortes d'ombrières, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? C'est ça. En fait, nous, on a fait le constat il y a un peu plus d'1 an que nos arbres brûlaient sous le soleil, que le gel nous faisait perdre les fruits, que en fait, c'était compliqué aujourd'hui d'avoir une récolte stable. Donc, le choix, en fait, en discutant avec mon père, je lui ai dit, mais il faudrait une casquette aux arbres. Et en fait, c'est la meilleure des protections. Donc voilà, donc on s'est redirigé vers l'entreprise BayVa avec qui on travaille pour mettre en place cette solution d'avenir en fait. Là, vous en êtes où? Le projet, c'est pas encore. On est en train encore de calculer. Expliquez-nous. C'est un peu long quand même les installations. Du moins, quand on est agriculteur, on aimerait que ça soit plus rapide, quoi. C'est ça. C'est long, mais pour que ce soit bien fait en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 6 mois de l'étude environnementale. On l'a fait sur l'intégralité de la propriété. On sait très bien qu'il y a des zones qui vont être évincées pour nos voisins, pour certaines raisons écologiques. Mais aujourd'hui, oui, c'est par étapes. Donc au début, on regarde ce qui se passe au niveau de la faune et de la flore. Et après, il y aura un permis de construire qui sera mis en place. Mais oui, pour nos arbres, il nous tarde. Il nous tarde. Parce que là, on a des difficultés avec les aléas climatiques, on va appeler ça comme ça. Là, les saisons sont plus là, en fait, par certains côtés en ce moment. Les saisons sont plus là. Le noisetier est un arbre de sous-bois. Et en fait, en plein champ, il subit vraiment la chaleur. Donc aujourd'hui, les feuilles en plein été sont brûlées. Mais littéralement,
littéralement, comme avec un chalumeau. C'est impressionnant. Sur les noyers, c'est les pertes de rendement avec les gelées tardives. Donc aujourd'hui, en fait, les aléas climatiques sont de plus en plus extrêmes et nous, les récoltes ne sont plus stables, quoi. Et la protection des arbres par de l'agrivoltaïsme permet un rendement lissé sur plusieurs années. C'est ce qu'on espère vraiment avoir. Je crois que vous attendez beaucoup de ces installations. J'allais vous demander, Marie, là, on parle de temps. En fait, c'est très réglementé aujourd'hui, l'agrivoltaïsme. Là, il y a une loi qui est sortie il n'y a pas longtemps, il me semble. Ouais. Alors juste avant de répondre sur la loi, je vais revenir sur la technologie et du coup notre expérience qui a convaincu Audrey. On a 15 projets de ce type construits alors en Europe de l'Ouest, majoritairement Hollande, Allemagne, parce que c'est des process d'obtention de permis de construire un peu plus rapides. Donc aujourd'hui, on a testé une dizaine d'espèces allant de la pomme, des cerises, des myrtilles, des framboises, des fraises. Et donc, on a pu observer certains bénéfices allant, par exemple, sur la diminution de la consommation d'eau jusqu'à moins 30%. Donc, ces projets sont aussi suivis par des instituts de recherche indépendants, comme c'est l'université de Wageningen en Hollande qui va suivre. Il y a le Fraunhofer en Allemagne. Donc, c'est des données, c'est pas nous qui le sortons, hein, c'est vraiment des données qui sont publiques. Et du coup, sur la protection aussi du gel, on peut observer en suivant des températures jusqu'à 4 nuits d'affilée une différence de 3 degrés. Donc on a la température qui va baisser jusqu'à moins 4 degrés. Attendez, je ne sais même plus si je l'ai mis la photo. Oui, voilà. D'accord, donc ça permet de lutter contre le gel, là, c'est ce qu'on voit effectivement. Exactement. En fait, ça fait effet tampon sur les températures. Donc ça veut dire que sous les panneaux, vous voyez, c'est la courbe jaune, la température, elle descend jamais plus bas que moins 1, alors que la température hors panneau va descendre jusqu'à moins 4. Ça peut paraître faible, 3 degrés, mais c'est à peu près ce qu'apporte le bénéfice des tours anti-gel et tout ça que vous pouvez voir dans les vignes et qui font un bruit de fou. Oui. Et du coup, là, gratuitement, parce qu'on ne parle pas aussi du bruit de ces tours, finalement, on apporte quasiment la même protection. Et on sait que 3 degrés pour un arboriculteur... Ça peut être la limite. Finalement. Exactement. Donc voilà, s'il fait moins 10, ça va geler quand même. On ne peut rien faire, nous, mais au moins on apporte cette protection supplémentaire. Donc protection contre le gel, contre la chaleur, elle en a parlé, et la diminution de la consommation d'eau. Donc c'est vraiment 3 éléments clés pour l'arboriculture en France. Et une meilleure gestion de l'eau aussi par toutes les charpentières, en fait, avec le système de goutte à goutte qui peut être vraiment optimisé. Effectivement. Cette réglementation, et j'avais une question, juste avant de revenir sur la réglementation, vous nous avez montré les installations, on a vu, c'était aux Pays-Bas, c'était en Allemagne. On en est où, nous, en France? On est un peu en retard? On se situe comment par rapport à nos voisins, même si les Pays-Bas ne sont pas vraiment nos voisins? Non, on n'est pas en retard. Hein. Il y a beaucoup de projets qui ont commencé dès 2011 en France, notamment dans le sud-est, parce qu'évidemment, vous avez une différence de quasiment 50% entre le nord de la France et le sud-est de la France. Donc les premiers projets ont commencé là-bas. Il faut savoir justement, avec ce système d'ombrières semi-transparentes, vous avez une structure qui est rehaussée. Vous voyez que c'est très lumineux en dessous parce que les cellules photovoltaïques sont dispersées, donc la lumière est homogène, contrairement à d'autres technologies comme les trackers où ça va faire vraiment un bout d'ombre, alors que nous, on va avoir une lumière beaucoup plus diffuse. Mais ça laisse passer effectivement la lumière qui est importante aussi pour vos cultures. Oui, voilà, c'est gérer le partage de cette lumière. C'est pour ça que la législation est venue encadrer tout ça et nous, on accueille bien ces règles parce qu'il en faut. Faut pas faire des projets alibi comme on a pu en voir avec des serres. Pour autant, voilà, maintenant, c'est l'adapter ce taux de couverture, finalement, parce que c'est ça dont on parle, à chaque région et à chaque production. Et voilà, nous, ce qu'on dit pour nos panneaux semi-transparents, c'est voilà, nous, on protège, mais on laisse passer de la lumière. Donc, regardons ce taux de couverture avec vraiment le partage de la lumière et pas juste la taille du panneau, parce que finalement, nous, on laisse passer quand même de la lumière avec nos grands panneaux. Exactement. On disait, vous en attendez beaucoup. Là, c'est prévu pour quand? On ne l'a pas vraiment dit, parce qu'effectivement, il y a un temps administratif, d'études, etc., un peu long. Oui. Je crois, quand on est agriculteur, on a cette impression-là. Nous, on espère une mise en service en 2030. Voilà, c'est loin, mais ça va arriver vite, mine de rien. Donc, il
Il y a des projets pilotes qui sont en cours d'installation pour voir justement travailler sur cette transparence. Et ce temps aussi nous permet de voir ce que la plante a besoin. Et d'affiner vraiment notre projet pour répondre au mieux à nos besoins agricoles en fait. Et justement, vous allez avoir combien d'hectares? Comment ça va se passer? Quel est le projet derrière tout ça? Vous ne savez pas trop encore, je suppose. Il va falloir un peu s'adapter. C'est ça. Alors aujourd'hui, le projet environnemental, l'étude environnementale est sur 100 hectares. Le projet est sur 100 hectares. Et après, au fur et à mesure du temps et des contraintes, en fait, ça va s'affiner sur le futur et de la réglementation aussi qui est en vigueur. Cette réglementation, en fait, c'est quoi? On ne peut pas faire ce qu'on veut maintenant sur une exploitation agricole. Il faut qu'elle reste, en fait, agricole, j'ai cru comprendre. Tout à fait, mais c'est important. On a besoin de manger, on a besoin de produire de l'énergie. Du coup, cette réglementation, elle vient définir un taux de couverture, justement, ce taux de partage de la lumière, en fait, voilà, combien doit revenir à l'agriculture et combien doit revenir à l'énergie. Donc, c'est très bien de fixer une limite. Après, elle définit un pourcentage de zones non exploitables. Là, on n'est pas concerné parce que finalement, on aura la même densité d'arbres avec ou sans panneaux. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci sur ce genre d'exploitation, effectivement. Là-dessus. Et après, il y a des contrôles de suivi pour vérifier qu'on est un vrai producteur, qu'il y a une vraie agricultrice derrière. Mais ça, voilà, nous, on n'a pas de doute sur Audrey. Et le temps long, c'est pourquoi? C'est parce que voilà, il y a 1 an et demi, on va dire, d'études environnementales, d'études techniques pour faire le design. Et après, quasiment 3 ans de raccordement. En fait, c'est souvent ça, hein, le plus long du développement du photovoltaïque, finalement, c'est le délai de raccordement. Mais nous, on va profiter de ce temps de raccordement, finalement, pour mettre en place, comme disait Audrey, un projet pilote de plus petite taille, sur 4 hectares, dans le Lot-et-Garonne aussi. Et on va tester différentes transparences de panneaux. Et ce qui nous permettra de voir lequel répond le mieux. Est-ce qu'il faut mieux être à 50%, à 30% ou à 20% de transparence? Moi, je vous avoue, c'est la première fois que je vois des panneaux transparents. Je ne savais pas que ça existait parce qu'effectivement, là, on voit que la lumière, elle passe. C'est une technologie qu'on retrouve assez souvent. Moi, j'ai plutôt vu ce que vous disiez, des ombrières avec des trackers, finalement. Non, on la retrouve pas souvent. Pourquoi? Parce que économiquement, c'est beaucoup plus difficile pour un développeur parce que voilà, on a des structures plus hautes et qui produisent moins. Un tracker va produire 2 fois plus. Enfin, il ne va pas avoir cette transparence et en plus, il suit la courbe du soleil. Donc finalement, il est beaucoup plus performant. Nous, on pense que ça va laisser mieux passer la production. Et donc, on croit en cette technologie. Mais il faut savoir que cette technologie est permise que grâce à cet appel d'offres de la Creux, où on a la chance en France d'avoir un prix de l'électricité bonifié pour ces technologies. Oui, parce que je suppose que le rendement électrique, il est moindre malgré tout que les panneaux. Il est autant que la transparence du panneau, finalement. Voilà, hein, on voit que les cellules sont un peu plus écartées, etc. Donc c'est sûr que ça doit moins produire de l'électricité. Donc là, on a vraiment l'impression que c'est un produit qui a été pensé plus pour les agriculteurs. Et peut-être par les agriculteurs que... Oui, alors après, c'est vrai qu'on est peu nombreux. Il y a beaucoup de développeurs, on est peu nombreux à proposer cette technologie parce qu'en effet, c'est plus difficile d'arriver à un équilibre économique sur les projets. C'est toujours entre la taille de l'exploitation, la hauteur, la distance de raccordement. Finalement, ça peut pas se mettre en place partout. Exactement. Donc là, qu'est-ce que vous connaissiez cette technologie avant, vous? Non, clairement, c'était sur les toits des maisons, qui n'est pas forcément esthétique. Donc, non, là, l'avantage, c'est que BayWa est à la base une coopérative agricole. Et aujourd'hui, il y a vraiment l'agriculteur et l'agriculture et les plantes qui sont mis au cœur d'un projet solaire. Donc, on n'est pas là pour faire des rendements solaires, mais pour d'abord avoir un revenu agricole correct avec un complément solaire. Et ça, c'est important de le signifier, effectivement. Ouais. J'allais vous demander, là, on n'est pas loin de la fin de l'émission, les défis un peu de l'agrivoltaïsme. Ces défis, vous dites que ça répond à 3 défis majeurs. Ce sont lesquels? Voilà, justement, c'est pas les défis de l'agrivoltaïsme, ça serait une autre question, je pourrais y répondre aussi après. Pour moi, c'est pourquoi l'agrivoltaïsme, selon nous, répond à 3 défis. Donc, ça répond au défi agricole de s'adapter au changement climatique. On sait qu'ils sont de plus en plus fréquents, on sait qu'il fait de plus en plus chaud, qu'on aura de moins en moins de pluie. C'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC, et les agriculteurs le constatent chaque année. Donc, il faut trouver des solutions pour produire avec moins d'eau et plus de chaleur. On n'a pas le choix, c'est comme ça.
Ensuite, c'est attirer les jeunes vers l'agriculture. On sait que c'est le grand défi d'aujourd'hui, que plus de 40% des agriculteurs doivent partir à la retraite d'ici 2030. 2030, c'est demain. Donc comment on fait pour attirer les jeunes vers l'agriculture? En leur assurant un revenu stable et une envie de s'engager. C'est notre sécurité alimentaire qui en dépend. Et enfin, c'est de produire notre énergie, parce que finalement, le soleil se lève chaque jour en France. Il faut mieux le valoriser au lieu d'aller chercher du pétrole à l'étranger. D'accord, donc c'est clair, net, précis. J'allais dire, Bella, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir à Bewa, où vous en êtes, Beva, pardon, je n'y arrive pas, vraiment pas. Pourtant, je vous ai dit, j'ai fait allemand LV1. Bewa, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter, où vous en êtes? Il y a beaucoup de projets actuellement dans la région et en France. Oui, on a pas mal de projets. Nous, on veut beaucoup travailler sur ce taux de couverture en fonction des technologies. On pense qu'il doit être adapté en fonction du potentiel agricole des sols. Par exemple, sur des projets de pâturage, on pense qu'on peut rehausser ce taux de couverture à l'instar de ce qui peut être fait à Fontenay. Parce que si dans tous les cas, il n'y a rien qui pousse, c'est juste de l'herbe à pâturer, on peut augmenter la densité de panneaux et revaloriser les projets. Idem, c'est prendre en compte la transparence des panneaux dans le taux de couverture, parce qu'ils viennent protéger sans faire de l'ombre, comme une bâche plastique et comme un filet, alors qu'on ne produit pas de déchets finalement. Il faut savoir que les 95% du panneau est revalorisé. Donc c'est aussi un bénéfice environnemental pour ça. Et du coup, après, raccourcir les délais de raccordement pour aller plus vite dans le développement des projets de notre énergie. Bon, très bien. Mais en tout cas, on l'a bien compris, et ces panneaux, l'agrivoltaïsme, ça vous aide, vous, agriculteurs, en un dernier mot. Allez-y, Judicaël. Oui, pour moi, ça m'aide. Et aujourd'hui, je pousse tout agriculteur avec un projet de continuer dans cette voie-là, parce que et d'être patient, finalement. D'être patient, surtout. Mais moi, aujourd'hui, je remercie la société BayWa pour travailler avec moi. Et d'être précurseur, finalement. Vous montrez un peu la voie. Oui, c'est ça. Donc, soyez patiente, Audrey, c'est bien ça? C'est ça. Bon, merci d'être venu sur le plateau d'AgriWeb TV. On a essayé de balayer et d'en apprendre un peu plus sur l'agrivoltaïsme. Merci beaucoup, Maric. Merci. Et donc, nos contacts sont là, si jamais voilà, les contacts, oui, parce que vous êtes situé où, Bewa? Vous êtes sur Bordeaux, hein, c'est ça? Vous avez un... Alors, on a 10 agences en France. Je suis personnellement à Bordeaux, mais après, on a une agence dans les grandes villes de France, on va dire Paris, Nantes, Lyon, Montpellier, Carcassonne, voilà. Voilà, vous vous développez beaucoup. Bon, n'hésitez pas à les contacter et n'hésitez pas à venir ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, parce que vous avez un stand. Tout à fait, en face du hall, en face des prix Molstein. Voilà, des prix Molstein et en face du Conservatoire des races Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup, à très vite sur agriweb.tv. Merci Julien.